Comment Uther Pendragon accède-t-il au trône de Bretagne? Il est le troisième fils du roi de Bretagne, Constantin II. À ce titre, il est très peu probable qu'il monte un jour sur le trône. Et de fait, à la mort de son père, c'est son grand frère, Constant, qui devient roi. Mais voilà qu'un autre chevalier, Vortigern, prend le pouvoir et relègue le nouveau roi au fond d'un couvent, d'un monastère, comme cela se passe dans l'Europe du Haut Moyen-Âge. Nous sommes vers 430 de notre ère, et les Romains ont quitté la Bretagne depuis 1 ou 2 décennies. Vortigern souhaite s'emparer pleinement du pouvoir. Pour cela, il souhaite apparaître comme un recours contre les dangers extérieurs possibles, notamment contre les Saxons. Paraître comme un protecteur face à un danger étranger est souvent payant en politique. Mais faut-il encore éliminer toute concurrence interne, et si possible l'éliminer discrètement? Vortigern s'arrange pour que les Pictes, peuplade de l'actuelle Écosse, assassinent Constant dans le monastère où il est reclus. Les soldats Pictes en question décapitent Constant et offrent sa tête en cadeau d'allégeance à Vortigern. En bon politique, celui-ci s'émeut de cet odieux crime qui porte atteinte à l'autorité royale et punit les assassins. Mais pour consolider son pouvoir en Bretagne, Vortigern s'appuie bientôt sur une alliance avec les Saxons. Les 2 jeunes frères du roi assassiné, Constant, entrent alors en guerre contre Vortigern le traître, l'allié des Saxons. Uther, le plus jeune des 2 frères, prend la tête des armées opposées aux Saxons. Il se lie alors d'amitié avec un puissant magicien, un certain Merlin. Après ses victoires contre Vortigern, son fils et les Saxons, Uther Pendragon devient roi de Bretagne. Mais voilà que l'amour vient se mêler à cette histoire de guerrier. À la cour d'Uther Pendragon vit le duc de Cornouailles, Gorlois. Et Gorlois a une femme magnifique, Ygraine. Uther tombe éperdument amoureux d'Ygraine. Gorlois comprend le danger et décide de la cacher. Il la retire de la cour en l'envoyant dans un château éloigné. Mais Uther ne s'en laisse pas compter. Il demande à Merlin de l'aider dans sa quête amoureuse. Rien de plus simple pour l'enchanteur. Il change pour le temps d'1 nuit l'apparence d'Uther en lui donnant celle de Gorlois, l'époux légitime. Mais Merlin n'agit pas pour le simple service désintéressé du roi. Il lui demande en échange de lui confier à l'avenir l'enfant qui naîtra de cette union. Cet enfant sera Arthur. Ygraine avait donné naissance auparavant à la célèbre Morgane, fille qu'elle a eue avec Gorlois. Bientôt ce dernier meurt. Ygraine épouse alors Uther. Morgane serait donc la demi-sœur d'Arthur. Uther Pendragon meurt dans les années 470 en buvant l'eau empoisonnée d'une source. Merlin est là, Morgane est née, Arthur aussi. La légende se met en place. Il est né au pays de Galles et il a pour mère une moniale, c'est-à-dire une religieuse, et pour père une sorte de démon, un incube, c'est-à-dire un esprit démoniaque habitant un corps velu au pied de bouc et dont la principale activité est d'abuser les femmes pendant leur sommeil. La future mère de Merlin reçoit ainsi dans la nuit la visite de l'incube pendant son sommeil. Au matin, elle comprend ce qui s'est passé, mais elle ne comprend pas comment l'incube a pu rentrer dans la pièce. La porte de la chambre est verrouillée, fermée, comme elle prend toujours soin de le faire. Et la loi de ces temps veut qu'une femme non mariée et enceinte soit punie. Ainsi, quand sa grossesse apparaît aux yeux de tous, elle est enfermée dans un cachot en attendant la naissance de l'enfant. Et à sa naissance, Merlin est recouvert de poils, à l'instar de son père. Personne ne veut l'allaiter. On laisse alors l'enfant à sa mère le temps de l'allaitement. Dès sa plus tendre enfance, Merlin a la capacité de deviner l'avenir. Il apprend vite à utiliser ses dons de mage. Parmi eux, il a le don de métamorphose, c'est-à-dire de changer son apparence ou celle d'autrui. La légende veut aussi qu'il soit capable de voyager dans le passé ou dans le futur. Une des premières démonstrations publiques des pouvoirs de Merlin intervient lors de la révélation qu'il va faire au roi Vortigern.
Ce dernier essaie de bâtir une tour pour se protéger des Bretons mécontents et des Saxons belliqueux. Mais celle-ci s'effondre chaque nuit. Le roi consulte alors les astrologues et ceux-ci lui proposent de sacrifier un jeune garçon sans père et de répandre son sang sur le lieu de la construction. Ainsi les dieux laisseront la tour se bâtir. Le jeune garçon que l'on amène alors au roi n'est autre que Merlin. Et Merlin vient trouver le roi et lui explique ce qui se passe. 2 dragons, un rouge et un blanc, se battent sous terre. Les vibrations, les mouvements de la terre liés à ce combat détruisent la tour. Ces dragons représentent le combat des Bretons contre les Saxons. Merlin prédit la victoire des Bretons. Vortigern remercie l'enfant en ne le sacrifiant pas. La légende d'Arthur en fait aussi le bâtisseur de Stonehenge. Vous savez, le célèbre ensemble de mégalithes situé au sud de l'actuelle Angleterre. Ceci montre à quel point Merlin a une connaissance très fine des pierres et des forces fondamentales de la nature. La potion que Merlin remet à Uther Pendragon pour tromper la femme de Gorlois et ainsi pouvoir coucher avec elle montre l'autre aspect des pouvoirs du mage. Celui-ci est un fin connaisseur dans les changements d'apparence. Une fois que la mère d'Arthur a fini de l'allaiter, Merlin enlève le nouveau-né en le sortant du château dissimulé dans une étoffe d'or. Puis il le confie à un ami pour qu'il en fasse un chevalier. Mais Merlin se demande comment prouver à tous sa nature royale. Arthur est en effet le fils d'Uther Pendragon. Mais il ne sait comment révéler à tous son destin, son royal destin. Lui vient alors une idée, installer au cœur de Londres, dans son cimetière, une grande dalle de pierre sur laquelle sera posée une enclume, au sein de laquelle sera scellée une épée. Une inscription en or sera écrite sur la dalle. Quiconque retirera cette épée de l'enclume sera de plein droit le roi de toute l'Angleterre. Merlin place donc secrètement l'ensemble lors de grandes joutes qui fêtent le début de la nouvelle année. Arthur a alors 15 ans et il accompagne son grand frère adoptif. Or, avant un combat, celui-ci s'aperçoit qu'il a oublié son épée. Il demande donc à Arthur de filer la récupérer à la maison. Arthur court mais trouve porte close. Le cimetière est proche. Il connaît l'existence de cette fameuse épée fichée dans l'enclume, puisque de nombreux participants au tournoi ont déjà tenté leur chance ces derniers jours. Ils ont tenté de retirer l'épée et de devenir roi. Le jeune homme de 15 ans s'approche, se saisit de l'épée, et d'un geste puissant et ample, Arthur la retire de l'enclume, puis la porte à son frère adoptif. Mais dans un premier temps, ce dernier, le frère adoptif d'Arthur, se fait passer pour celui qui a réussi l'exploit. Cependant, Arthur est conduit à réitérer le geste en public. La foule des Londoniens le réclame alors comme roi, désigné ainsi par Dieu. Merlin a réussi un nouveau tour de passe-passe. Merlin est donc un très puissant magicien. Il connaît des moments de folie où il part se cacher dans la forêt. Mais le plus souvent, il sert le bien. C'est ainsi qu'il élève Arthur ou qu'il assiste Perceval lors de sa quête du Graal. Enfin, Merlin connaît de violentes et puissantes passions amoureuses, et lorsque l'enchanteur est amoureux, il lui arrive sur l'oreiller de livrer à la jeune femme qu'il aime des secrets et des formules magiques. Ceci lui jouera quelques tours. Arthur a 15 ans. Il est d'ascendance royale et noble, puisque son père est Uther Pendragon, roi d'Angleterre, et sa mère Ierne, épouse du duc Gorlois, duc de Cornouailles. Merlin enlève Arthur à sa mère peu après sa naissance, puis il le confie à une famille adoptive, celle de Antor. Arthur a ainsi un frère adoptif qui s'appelle Queux. Arthur ne connaît pas ses origines. Arthur a donc 15 ans quand son père, Uther Pendragon, vient de mourir, laissant ainsi le trône d'Angleterre vacant. Uther n'a en effet pas eu d'autre enfant qu'Arthur, enfant pour sa part caché et élevé loin de la cour. Les nobles, les barons, les chevaliers veulent choisir avec soin son successeur. Les Saxons sont toujours menaçants. Les jours et les semaines passent. Ils ne parviennent pas à choisir le futur roi. Les barons rassemblés demandent donc à Merlin de les éclairer. Merlin refuse de donner une réponse immédiate. Il demande aux barons de réfléchir et d'écouter les messages qu'envoie Dieu. Pour Merlin, la suite est très importante. Arthur doit devenir le futur roi, mais comment le peut-il si personne, ni même lui, Arthur, ne connaît son ascendance ?
Vient alors à Merlin le stratagème suivant. Merlin dispose au milieu du cimetière de Londres une large dalle de pierre sur laquelle est posée une enclume, au sein de laquelle est enfoncée une épée. Une inscription en lettres d'or est gravée sur la lame. Celui qui me retirera de l'enclume sera le roi d'Angleterre, choisi par Dieu. Merlin a bien sûr enchanté l'ensemble pour que seul Arthur puisse retirer l'épée. Dans une autre version de la légende, le socle, l'enclume et l'épée sont posés non au sein du cimetière de Londres, mais sur la grande place devant la cathédrale. Nous sommes à la fin de l'année et un tournoi rassemble à Londres tous les plus puissants barons et leurs chevaliers pour fêter le passage à la nouvelle année. Le père adoptif d'Arthur, Antor, y est présent car son fils aîné, Queux, participe aux joutes et aux combats. Arthur sert d'écuyer, c'est-à-dire qu'il accompagne son frère et l'aide à s'équiper. Vous imaginez sans peine que chacun s'essaie à retirer l'épée de l'enclume. Les chevaliers se succèdent pour tenter leur chance, mais rien n'y fait. Un matin du tournoi, alors que les premiers combats vont commencer, Queux, le jeune chevalier et frère d'Arthur, s'aperçoit qu'il a oublié son épée chez lui. Cette étourderie l'empêche de participer aux festivités. Aussi, déjà lourdement équipé, il demande à Arthur de courir jusqu'à la maison pour prendre son arme. Arthur s'empresse de retourner vers la demeure, mais trouve porte close. Embarrassé de ne pouvoir apporter son épée à son frère, Arthur réfléchit et pense soudainement à l'épée fichée dans l'enclume au milieu du cimetière. Il s'approche du socle de pierre, hésite un instant, puis saisit le pommeau à deux mains et parvint à la retirer sans peine. Heureux d'avoir pu prendre l'arme, Arthur court jusqu'au lieu du tournoi et la remet à son frère. Celui-ci constate immédiatement qu'il ne s'agit pas de son épée, mais bien de celle qui était plantée dans l'enclume. Tout à sa joie d'être en possession de l'épée qui promet à son porteur de devenir roi, voilà que Queux s'enorgueillit d'avoir lui-même retiré l'arme de l'enclume et vient trouver son père pour le lui dire. Cependant, son père n'est pas dupe, et il contraint bientôt Queux à reconnaître que ce n'est pas lui qui a retiré l'arme, mais bien le jeune Arthur. Les chevaliers présents entendent l'histoire et font signe immédiatement qu'ils refusent de confier le trône à un si jeune homme à la fois non expérimenté et connu de personne. Aussi, Antor, le père adoptif d'Arthur, ainsi que les autres chevaliers, demandent à Arthur de réitérer son exploit. Ramène l'épée, plante-la à nouveau dans l'enclume et retire-la devant nous tous. L'épée est fichée à nouveau dans l'enclume, la foule s'attroupe autour du socle. Arthur s'approche, saisit l'épée et la retire à nouveau devant tout le monde. Les chevaliers sont stupéfaits, mais refusent toujours de donner le trône à ce jeune homme inconnu. L'épée est remise en place. L'archevêque de la ville explique aux chevaliers assemblés que Arthur doit être désigné par Dieu pour réussir cet exploit. Merlin reste pour sa part discret dans un premier temps, avant de révéler aux barons les origines d'Arthur. Les barons écoutent le récit de Merlin, mais celui-ci ne les fait pas changer d'avis. Quelle idée de confier le royaume à un bâtard, fût-il de haute naissance. Il faut encore attendre presque 6 mois et plusieurs nouvelles démonstrations d'Arthur devant les grands du royaume pour que ceux-ci, sous la pression de l'archevêque et de Merlin, décident de confier le trône au fils d'Uther Pendragon et d'Igerne. Le dénommé Arthur devient donc le roi Arthur. C'est sous les voûtes de la cathédrale de Londres que l'archevêque bénit et sacre le nouveau roi. Quelques jours plus tard, les plus puissants des barons refusent de se soumettre à l'autorité du roi. Ils assiègent son château. Heureusement, Merlin vient à la rescousse d'Arthur et, debout sur les remparts de la forteresse, il enflamme, grâce à un sort, le camp des barons, alors qu'Arthur charge, aidé par de nombreux habitants de Londres. Tous les barons sont mis en fuite. Arthur peut désormais asseoir son pouvoir. Excalibur est une arme magique qui a pour principale propriété de pouvoir traverser n'importe quelle matière. Ainsi, les armures des ennemis du roi sont sans efficacité contre sa lame. Mais l'épée est doublée d'un fourreau tout aussi puissant. Celui-ci protège son porteur contre les possibles blessures. Arthur est ainsi invincible sur le champ de bataille. Comment Arthur entre-t-il en possession de l'arme si ce n'est pas l'épée du rocher, si ce n'est pas l'épée de l'enclume? Entre alors en scène une magicienne, une célèbre sorcière dont Merlin est amoureux, l'extraordinaire fée Viviane.
magicienne connue sous le nom de la Dame du Lac. Viviane est la maîtresse et la geôlière de Merlin. En effet, cet imprudent, Merlin, enseigne à Viviane de puissantes formules magiques, dont celle qui permet d'emprisonner quelqu'un. Quelle folie que d'avoir enseigné un tel savoir à une sorcière. Fût-elle la plus belle? Viviane profite d'une nuit où Merlin se repose pour l'enfermer au sein des 9 cercles magiques et garder ainsi son amoureux pour toujours. C'est à cause de cela que vous pouvez, paraît-il, croiser Merlin dans la forêt de Brocéliande, non loin de Rennes, en Bretagne. Forêt où il serait encore enfermé. Tout au long de son règne, Arthur combat et multiplie les victoires grâce à cette lame magique et à son fourreau, dont il n'est que le dépositaire, le temps de son règne. Dans la légende, à la mort du roi Arthur, l'épée Excalibur est jetée dans un lac par un chevalier de la Table Ronde, un de ses plus proches conseillers. Il s'agit peut-être même de Queux, son frère adoptif, le fils d'Antor. Une main serait alors sortie de l'eau du lac pour saisir l'épée et l'entraîner au fond. Cette main serait bien sûr celle de Viviane, la Dame du Lac, l'amante de Merlin. En effet, le mythe veut que Merlin ait construit un palais enchanté pour sa maîtresse au fond du lac. Qui est devenu Excalibur? Il est drôle de savoir qu'au Moyen-Âge, l'épée en question aurait été retrouvée au début du XIIe siècle lors de fouilles de la soi-disant tombe d'Arthur, puis transmise de roi en roi en Angleterre. Cet objet, cette relique en quelque sorte, est finalement échangé par Richard Cœur de Lion en personne, qui, arrivé en Sicile dans les années 1190-1191, a besoin de plusieurs dizaines de navires. Le Saint Graal est donc un objet magique au pouvoir surnaturel. Ainsi sa quête, c'est-à-dire sa recherche, ne peut être que le fait d'hommes d'exception, d'hommes aux âmes pures, bref, le fait d'hommes valeureux, des chevaliers, comme ceux de la Table Ronde. Le Graal a notamment pour pouvoir celui de guérir les corps. Merlin encourage les chevaliers de la Table Ronde, c'est-à-dire les meilleurs chevaliers et compagnons du roi Arthur, à partir à la recherche du Graal. Un jour, alors que les chevaliers sont rassemblés autour de la fameuse Table Ronde, le Graal leur apparaît. Ils décident de partir à sa recherche, sachant par avance que l'objet ne sera remis qu'au cœur pur, qu'à celui qui n'a jamais trahi ni fauté. La quête du Graal est semée d'épreuves et d'exploits à accomplir. Ces étapes sont autant d'occasions pour tester la valeur des chevaliers et la pureté de leurs intentions autant que celle de leur cœur. Le Graal se trouve dans le château du roi pêcheur. Le roi pêcheur est le descendant d'une lignée légendaire de chevaliers assurant la protection de la relique. Ce roi est-il blessé? Sûrement. Par magie, sa blessure au ventre touche son royaume, dont les terres sont devenues stériles, et dont les paysages sont devenus tristes et monotones, rocailleux. Ce roi pêcheur vit dans un palais de glace, où par l'enchantement du Graal, il fait bon vivre. Ce palais de glace se nomme le château de Corbenic. Le Graal aurait été rapporté du Moyen-Orient jusqu'en Angleterre au tout début de l'ère chrétienne par un contemporain de Jésus, un homme qui a participé à sa mise au tombeau, un certain Joseph d'Arimathie. C'est suite à ce voyage que le Graal aurait été mis au secret au sein du château de Corbenic. Trouver ce château, puis accéder à la relique au sein du palais aventureux, palais qu'abrite Corbenic, et passer les épreuves, voilà la quête. Le premier à se lancer à la recherche de la sainte relique n'est autre que le si grand et puissant Lancelot. Mais alors qu'il approche du but, alors qu'il peut presque saisir le calice tant convoité, Lancelot n'y parvient pas. Il n'est pas assez pur. Lancelot ne manque pas de qualité. C'est un ami du roi Arthur, c'est peut-être même son meilleur chevalier. Mais c'est aussi celui qui entretient avec la reine Guenièvre une relation coupable. Et la traîtrise de Lancelot lui interdit de prendre le Graal. Aussi, il revient à Camelot bredouille. Un autre chevalier de la Table Ronde part à la recherche du Graal. Il s'agit de Gauvin. Gauvin est un chevalier particulièrement important. Il est le neveu d'Arthur et il sait faire preuve d'un grand courage personnel. En cela, il serait peut-être digne de trouver le Saint Graal. Une légende le concernant prouve sa bravoure. Il s'agit de la légende du Chevalier Vert.
Écoutez donc, elle ne manque pas de piquant. Un jour, alors que tous les chevaliers festoient à Camelot autour du roi Arthur, un chevalier habillé de vert entre dans la pièce et toise tous les hommes présents en disant « Que le plus courageux d'entre vous ose me trancher la tête. Celui qui m'aura ainsi décapité subira le même sort de mes propres mains dans 1 an. » Gauvin se lève, se saisit de son épée et tranche d'un coup la tête du chevalier vert. La tête roule à terre, le chevalier ramasse sa tête et quitte la salle, sans oublier de rappeler à Gauvin le sort qui l'attend. L'assemblée est médusée par la scène. 1 an plus tard, Gauvin part à la recherche de la chapelle verte, lieu abritant le chevalier vert. À l'approche de la chapelle verte, Gauvin est accueilli par un chevalier qui l'invite chez lui pour quelques jours. Ce chevalier demande à son épouse de séduire Gauvin et de le mettre ainsi à l'épreuve. Gauvin refuse les cadeaux de la dame les 2 premiers jours, mais le 3e soir, il accepte l'étoffe que celle-ci lui offre, et il ne la rend pas au chevalier. Gauvin se rend ainsi finalement dans la chapelle verte, et lorsqu'il rentre, il tombe nez à nez avec le chevalier vert, qui tient une grande hache à 2 mains. Gauvin s'agenouille et offre son coup à son adversaire. Le chevalier vert assène alors 3 coups très légers à Gauvin, et seul le 3e coup le blesse un tout petit peu. Une simple goutte de sang perle de sa nuque. C'est alors que le chevalier vert se présente « Je suis ton hôte ». Et en réalité, je suis enchanté par la fée Morgane. Son sortilège sur moi vise à mettre à l'épreuve les chevaliers de la table ronde. Et comme tu n'as fauté que le 3e jour, seul le 3e coup t'a blessé. Gauvin promet de toujours garder l'étoffe, afin de ne jamais oublier cette leçon. Mais Gauvin est le chevalier courtois par excellence. Il donne toute sa force et fait preuve de tout son courage pour défendre et parfois pour approcher de très très près les demoiselles en détresse. Ainsi, son goût pour les femmes, son excès de galanterie, lui valent une franche mésaventure lorsqu'il trouve, puis pénètre, dans le château de Corbénic, château qui protège le Graal. En effet, les hommes de garde du chevalier pêcheur se saisissent de lui, puis le maltraitent et le torturent. Sa seule présence à Corbénic est une offense au Saint Graal au regard de sa préférence pour les femmes au détriment de Dieu. Gauvin échoue donc à son tour dans la quête de la Sainte Relique. C'est maintenant au tour de Perceval de tenter de rapporter le Graal jusqu'à Camelot et de pouvoir ainsi le poser au centre de la table ronde. Perceval est un jeune chevalier. Son père est mort au combat avec ses frères alors qu'il luttait aux côtés du roi Arthur. Bouleversée et transportée de chagrin, la mère de Perceval emmène alors son fils dans la forêt pour l'élever loin de la cour, afin que jamais son fils tant aimé ne connaisse une fin aussi funeste que celle de son père. Et de ce fait, Perceval ne reçoit aucunement l'éducation chevaleresque des autres chevaliers. Il développe un esprit simple et naïf. Certains pourraient même dire que dans la bande des chevaliers de la table ronde, Perceval est le simplet. Car en effet, devenu adulte, il intègre ce cercle étroit des plus proches amis d'Arthur. Alors que Perceval parvient lui aussi à trouver Corbénic et à approcher le Saint Graal, il ne lui reste plus qu'une épreuve pour réussir à guérir le roi pêcheur en lui posant une question. S'il guérit le roi pêcheur, il pourra se saisir du Saint Graal. Mais de par son éducation, Perceval ne pense même pas à poser la question nécessaire au roi pêcheur. Aussi, il échoue à son tour. Manquant de culture chevaleresque, il ne peut accomplir la quête. Enfin, vient le tour du plus jeune des chevaliers de la table ronde, du plus jeune partant à la quête du Graal. Il s'agit du fils de Lancelot, le célèbre Galahad. Sa mère n'est autre que Hélène, la fille du roi pêcheur. C'est d'ailleurs pendant que Lancelot cherche le Saint Graal qu'il rencontre Hélène, au château de Corbénic. Mais Lancelot n'est-il pas amoureux de Guenièvre ? Lancelot pourrait-il aimer une autre femme, fût-il à l'autre bout du royaume ? Eh bien non. Hélène, pour coucher avec Lancelot, use d'un filtre magique, une potion. Celle-ci ensorcelle Lancelot et permet à Hélène de se faire passer pour Guenièvre. Et c'est lors de cette nuit d'amour que Galahad est conçu. Galahad, devenu adulte, devient chevalier de la table ronde. Et il part à son tour en quête de la relique, du fameux calice sacré qui aurait recueilli le sang du Christ.
Galad part en quête aux côtés d'une centaine d'autres chevaliers, dont Perceval et Bohor. À l'issue, lorsqu'ils arrivent à proximité du Graal, seuls eux trois ont survécu. Les récits légendaires divergent sur la fin de la quête. Quoi qu'il en soit, Galad guérit le roi pêcheur avec le sang perlant de la sainte lance dont il est porteur. La sainte lance n'est autre que celle avec laquelle le centurion qui gardait le lieu de la mise à mort du Christ acheva Jésus d'un coup au côté, d'un coup dans la poitrine. Il aurait peut-être tout simplement vérifié que le condamné était bien mort avant de faire descendre son corps de la croix. Galad soigne donc le roi pêcheur, gardien du Graal, puis prend sa place. Il trône sur Corbénic 1 an, puis meurt, après avoir vu le contenu du Saint Calice, peut-être même après y avoir communié. Mais sa mort n'est pas violente. Galad incarne la pureté de l'engagement chevaleresque, l'abstinence, la bonté. Galad rejoint ainsi le ciel, escorté par des anges, emportant avec lui le Graal et la Sainte Lance. Je donne cette information pour tous les chasseurs de trésors, ne vous fatiguez pas, ils ne sont plus à Corbénic. Cette légende du Graal montre à quel point le mythe arthurien est récupéré par l'Église médiévale pour moraliser la chevalerie et christianiser ses mœurs. Jeune femme, elle vit à la cour de son demi-frère, le roi Arthur. Mais ses relations amoureuses tumultueuses lui valent le rejet de la reine Guenièvre qui ne l'apprécie pas du tout. Morgane la Fée est réputée pour sa grande beauté et ses pouvoirs magiques lui permettent de ne pas vieillir. Elle a de nombreux amants. Et en cela, elle ressemble aux légendaires reines celtes qui honoraient les meilleurs chevaliers et guerriers en couchant avec eux. Mais Morgane la Fée est tentée par une aventure amoureuse avec le plus grand des chevaliers de la table ronde, le si reconnu Lancelot. Ce dernier repousse les avances de Morgane. Il faut dire qu'il est très attaché à la reine Guenièvre. Humilié par ses échecs, Morgane se retourne contre les chevaliers de la table ronde et leur chef, son demi-frère Arthur. Morgane se révèle ainsi particulièrement pernicieuse lorsqu'elle dérobe pour son amant la fabuleuse épée Excalibur. Cet amant n'est autre que le chevalier Apollon, piètre guerrier dont la seule véritable motivation est l'amour de Morgane. Apollon défie alors Arthur en combat singulier. Avec Excalibur, Apollon ne peut pas perdre. Le combat est particulièrement violent. Apollon est blessé à plusieurs reprises, mais le pouvoir d'Excalibur empêche Arthur de gagner. Il faut l'intervention de la magicienne Viviane pour faire lâcher l'épée à Apollon, qui se rend alors au roi en se mettant à genoux. Mais le roi épargne son chevalier, malgré sa traîtrise. Cependant, Apollon ne survit pas à ses blessures. Arthur, sûrement par vengeance, fait porter la dépouille d'Apollon à Morgane la Fée. Celle-ci était en effet sincèrement éprise de lui. On imagine sans peine à quel point cet épisode permet à Arthur de comprendre que la confiance qu'il accorde à la magicienne est sûrement excessive. Morgane a une attitude ambiguë, parfois contre, parfois pour Arthur. Et lorsqu'elle quitte la cour de Camelot, elle va vivre sur l'île magique et envahie de brume d'Avalon. Elle y vit avec ses 8 autres sœurs magiciennes. Et c'est là qu'elle soigne Arthur et Lancelot, gravement blessés, lors de la bataille de Camlann. La bataille de Camlann est la dernière bataille à laquelle le roi Arthur prend part. Il y combat Mordred, cet enfant incestueux qu'il a eu avec sa demi-sœur Morgane. Au cours de ce combat, Arthur et Mordred sont tous les deux lourdement blessés, ou même morts selon les versions de la légende. Merlin emporte alors son protégé, le roi Arthur, jusqu'à Avalon, où il est soigné par Morgane. Arthur ne quittera pas Avalon. Le mythe tout au long du Moyen-Âge entretient l'idée qu'Arthur pourrait en revenir pour protéger son royaume. Revenons un instant sur Mordred. Mordred serait né d'un rapport incestueux entre Arthur et sa demi-sœur Morgane. Merlin vient annoncer au roi Arthur que Mordred, cet enfant maudit en quelque sorte, le fera chuter de son trône, entraînant par là même la fin de l'unité des Bretons, toute l'œuvre d'Arthur. Le roi décide alors de faire noyer tous les enfants nés le même jour que Mordred, pour être sûr que cet enfant meurt. Il les fait ainsi monter à bord d'un navire qu'il coule en pleine mer. Mordred est à bord. Tous les enfants meurent. Tous, pas tout à fait. Tous, sauf Mordred, qui réussit à ne pas se noyer et qui est récupéré puis élevé par un vieil homme.
Tout jeune homme, Mordred est introduit à la cour du roi. Il a alors 15 ans. Il apprend sa véritable origine, c'est-à-dire sa filiation qui fait de lui le fils de Morgane et d'Arthur. Mordred devient chevalier auprès de son père, mais son comportement violent, parfois même meurtrier, et dénué de tout respect des règles courtoises, lui vaut une franche détestation des autres chevaliers et des dames. Il est considéré comme perfide et traître. Le visage de Mordred est donc l'archétype du mauvais chevalier. Et c'est lui qui tue Arthur. Viviane conduit son jeune protégé jusqu'à Camelot, à la cour du roi Arthur. Ce dernier accepte bien entendu de le prendre auprès de lui. Et lors de la cérémonie d'adoubement, Arthur est contraint de s'absenter. Il revient donc à la reine Guenièvre, épouse d'Arthur et magnifique jeune femme, de procéder à l'adoubement de Lancelot. La rencontre entre Guenièvre et Lancelot est à l'origine d'une histoire d'amour absolument passionnelle. Lancelot n'aura Dieu que pour elle, l'épouse de son roi. Guenièvre n'est pas moins amoureuse du jeune chevalier, sans pour autant ne pas aimer Arthur. Récemment adoubé, Lancelot réalise un premier exploit qui marque les esprits. Il parvient à prendre un château guère éloigné de Camelot, château qui porte le nom de Douloureuse Garde. Il s'agit d'un château défendu par 20 guerriers, 20 chevaliers puissants et qui attaquent systématiquement ensemble toute personne tentant de pénétrer l'enceinte du château. Pour réaliser seul un tel exploit, Lancelot utilise un bouclier magique que Viviane, la dame du lac, lui avait remis. Ce bouclier permet de démultiplier sa force. Lancelot est un chevalier errant. Bien que ami et proche d'Arthur, il lui arrive souvent de quitter la cour pour réaliser tel ou tel exploit ou aventure. Le roi décide donc de le faire son champion, c'est-à-dire son chevalier le plus proche, celui à qui il confie les missions les plus importantes. Arthur espère sûrement ainsi le garder un peu plus auprès de lui. Un autre exploit de Lancelot est particulièrement éclairant. Il s'agit de l'enlèvement de la reine Guenièvre par le perfide chevalier Méléagant. Méléagant est un chevalier redoutable, puissant, aussi félon que Lancelot est fidèle. Il arrive un jour au château de Camelot, le jour de la fête chrétienne de l'Ascension. Plutôt que de séduire Guenièvre comme le fait Lancelot, Méléagant l'enlève contre son gré. Cet épisode permet de faire de Lancelot l'archétype du chevalier courtois en opposition à Méléagant. Lancelot se lance à la poursuite du kidnappeur aux côtés de Gauvin et de quelques autres chevaliers de la table ronde. Mais voilà que Méléagant parvient à semer ses poursuivants. Ceux-ci s'égarent et doivent finalement demander leur chemin à un nain qui conduit une charrette. Le nain refuse de leur indiquer la route à suivre, sauf si l'un des chevaliers accepte de monter sur sa charrette. Quelle drôle de demande! En fait, il s'agit d'un symbole. La charrette est à l'époque un symbole très peu glorieux. Celui qui y monte est soit le condamné à mort, soit un pauvre hère, un simple ouvrier, un paysan. Bref, y monter est un geste contraire à l'honneur, et plus encore à l'honneur du chevalier. Ainsi Gauvin refuse. Son honneur chevaleresque passe en premier. Mais par amour, Lancelot accepte. Le nain indique donc le chemin à suivre pour retrouver Méléagant et son royal otage, la reine Guenièvre. Lancelot parvient à rattraper Méléagant. Le combat est d'une grande violence. Il est particulièrement disputé. Mais Lancelot finit par décapiter Méléagant et libère ainsi Guenièvre qu'il peut ramener à la... Enfin, quelques mots sur la quête du Graal. Bien sûr que Lancelot y participe. C'est au cours même de cette quête, alors qu'il a trouvé le château de Corbénic qui protège le Saint Graal, que Lancelot couche avec la fille du roi pêcheur, gardien du Graal, et conçoit Galahad, son fils. Connaissant l'infini amour que Lancelot porte à Guenièvre, la fille du roi pêcheur lui fait boire une potion pour troubler ses sens. Lancelot pense alors coucher avec Guenièvre, mais lorsqu'il s'aperçoit au petit matin qu'il a été dupé, il est pris d'une crise de démence et part se cacher quelque temps dans la forêt. En fait, la relation secrète de Lancelot avec la reine Guenièvre entache la pureté du cœur de Lancelot et lui interdit de réussir cette quête religieuse par excellence. L'amour pour Guenièvre est fondamental dans la vie de Lancelot. Pour la reine, il est prêt à perdre son honneur de chevalier
en montant sur la charrette du nain. Il refuse aussi les avances de la magnifique Morgane. Et enfin, il trahit son roi. À la fin de sa vie, Lancelot se retire dans un monastère et y meurt paisiblement. Seul Galahad, parmi l'ensemble des chevaliers de la table ronde, réussit à dépasser Lancelot dans la perfection de la réalisation de l'idéal chevaleresque. Dans toute la littérature arthurienne, nous n'avons aucune mention de la mère de Guenièvre. Il en va tout autrement pour son père, qui ne serait autre que l'un des premiers alliés d'Arthur lors de sa prise du pouvoir, un certain Léodagan. Celui-ci est un roi local, un roi de Cornouailles. Il est un des premiers nobles à se rallier fidèlement au trône d'Arthur, alors que les autres nobles bretons lui disputent sa légitimité. Et c'est donc à cette occasion que Arthur rencontre la belle Guenièvre. Les deux tombent amoureux et se marient. Mais dire que l'histoire du couple va rester absolument sereine serait absolument faux. En effet, la reine va subir un véritable coup de foudre à la rencontre de Lancelot du Lac, lorsque ce dernier se rend à la cour du roi Arthur. Leur relation adultérine reste très longtemps discrète et secrète. Cependant, pris dans l'élan de leur amour et peut-être moins prudent avec le temps qui passe, Lancelot et Guenièvre s'absentent ensemble lors d'un banquet royal. Dans ces conditions, Arthur devine ce qui se trame. Sa colère est immense, à la taille de son amour pour la reine. Et pour laver son honneur, il est décidé de brûler vive Guenièvre. Apprenant ceci, Lancelot fait la promesse de sauver sa maîtresse. Les événements qui suivent sont assez confus, mais quoi qu'il en soit, Lancelot parvient à empêcher l'exécution de Guenièvre, grâce à quelques hommes de main qui l'aident pour attaquer le lieu de l'exécution. Accompagné de quelques fidèles amis chevaliers, Lancelot tue à ce moment-là plusieurs proches d'Arthur chargés de protéger le bûcher. Une fois son action déclarée réalisée, il laisse Guenièvre auprès de son époux et s'enfuit de l'autre côté de la Manche, dans l'actuelle Bretagne, afin de ne pas être à son tour fait prisonnier par Arthur. Entre-temps, le roi aurait accepté de ne plus exécuter sa chère et tendre Guenièvre. Arthur décide donc de réunir une petite troupe pour poursuivre Lancelot. Aussi, il demande à Mordred, célèbre chevalier de la table ronde, de veiller sur Guenièvre. Puis il s'en va à la recherche de son ancien ami Lancelot. Mais voilà qu'Arthur a quitté son château depuis quelques jours à peine, et Mordred décide de prendre le pouvoir et la reine du même coup. Cela s'appelle une trahison dans toutes les largeurs. Mordred, fils incestueux d'Arthur et de Morgane, monte sur le trône et essaie d'épouser Guenièvre. Cette dernière est peu décidée à céder au jeune chevalier. Elle va donc se réfugier dans la fameuse tour de Londres. Quand Arthur apprend ce qui se trame en son royaume, il revient aussi vite pour rétablir l'ordre, récupérer son trône et, si possible, sa légitime épouse. C'est alors qu'a lieu le combat de Camlann, combat célèbre où Mordred est tué par Arthur et où Arthur est mortellement blessé par son fils. Morgane, sœur d'Arthur, protège son frère et le transporte à Avalon pour le soigner. Arthur ne quittera plus Avalon. Cette retraite du roi correspond à sa mort symbolique. Ainsi, on pourrait dire que Guenièvre est désormais veuve et célibataire. Lancelot est pour sa part tout à fait libre et n'est plus sous la menace d'Arthur. Les deux amants ne profitent pourtant guère de la situation. Ils se rencontrent une fois, puis la reine se retire jusqu'à sa mort entre les murs d'un couvent. Cette fin, morale et respectueuse des commandements chrétiens, permet de positionner favorablement le personnage de Guenièvre dans les récits médiévaux. Le mythe de Guenièvre est très proche de celui d'Hélène de Troie. Hélène de Troie et Guenièvre sont à l'origine de la guerre. Guerre entre Troie et les Grecs défendant la princesse spartiate enlevée, ou guerre entre les armées du roi Arthur et celles de Mordred lors de la bataille de Camlann. Elles sont aussi toutes deux à l'origine de la mort du roi. En effet, leurs royaux époux périssent lors de ces conflits. Enfin, Hélène de Troie, comme Guenièvre, semblent plus soumises à leur destin que véritablement actrices de leur vie. Où est-ce que la légende situe la tombe de Guenièvre ? Alors, deux options sont ouvertes selon les récits. Soit à Glastonbury, à proximité de la tombe d'Arthur, soit à Amesbury, dans le couvent où elle s'est retirée. Pour information, Amesbury est situé dans le sud de l'Angleterre, en Cornouailles, à l'intérieur des terres, non loin de Stonehenge.